Il est 19h30, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de l'actualité ce samedi. L'État propose de reculer le référendum au 4 octobre, une conséquence de la crise du Covid-19. Réaction politique dans cette édition. Le comité directeur de l'Union calédonienne réuni à Koné. Dans son discours inaugural, le président de l'UC a réitéré sa demande d'un départ du haut-commissaire et du commandant des FANC. Nous entendrons Daniel Goa. Le Covid-19 et la recherche d'un vaccin, à ne pas rater dans ce journal, une immersion dans l'un des plus grands laboratoires lancés dans la recherche, l'Institut Pasteur à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité, une nouvelle date pour le deuxième référendum. Le Premier ministre Édouard Philippe propose de reporter au 4 octobre l'échéance prévue initialement le 6 septembre. En cause, les difficultés logistiques et organisationnelles provoquées par la crise du Covid-19. L'information a été communiquée en fin de matinée. Les réactions politiques en Calédonie recueillies par Cheikh Mariahi et Cédric Michaud. Pour assurer le caractère irréprochable de l'organisation du référendum, le Premier ministre a envoyé la nuit dernière ce courrier au président du gouvernement Thierry Santa et au président du Congrès Roch Wamitan. Courrier dans lequel Édouard Philippe propose le report du deuxième référendum au 4 octobre prochain. Une consultation qui avait mobilisé en 2018 250 délégués nationaux pour veiller à la régularité du scrutin. Or, l'incertitude persiste sur la présence effective de ces délégués, écrit le Premier ministre, et de préciser dans sa lettre qu'il est souhaitable, dans un souci d'équité, de déroger à l'interdiction de l'utilisation des couleurs nationales pour la campagne officielle du référendum. Pour l'avenir en confiance, l'État ouvre la voie du compromis. Il y avait 3 sujets en cours de débat, la date du deuxième référendum, la date du troisième référendum et la possibilité d'utiliser le drapeau bleu-blanc-rouge lors de la campagne officielle du référendum. Le Premier ministre a tranché en nous permettant d'utiliser le drapeau bleu-blanc-rouge, en s'engageant à permettre de faire le troisième référendum en 2021 s'il y a une demande de troisième référendum et en repoussant de 4 semaines le deuxième référendum pour prendre en compte les contraintes sanitaires. Donc on connaît la volonté souvent de Paris de trouver un compromis. Ce compromis finalement nous permet de garantir qu'on sorte rapidement de l'accord de Nouméa et d'utiliser le bleu-blanc-rouge, ce qui était important pour nous. Une proposition de l'État qui satisfait également Calédonie Ensemble, tant sur la date que sur l'utilisation du bleu-blanc-rouge sur les documents de campagne. Nous nous étions positionnés favorablement au Congrès, par souci d'équité, puisque les indépendantistes peuvent utiliser le drapeau du FLNKS. Il était légitime que les non-indépendantistes puissent utiliser le drapeau bleu-blanc-rouge, donc nous sommes pleinement satisfaits de cette décision. Ce qui a fondé la légitimité et la sincérité du résultat du premier référendum, c'est le vote massif des Calédoniens, avec 80% de participation. Donc il est très important que pour le deuxième, il en soit de même. Et c'est pourquoi, avec le décalage du second tour des municipales à fin juin, nous avions demandé le report de la date du référendum. La proposition qui arrive nous offre un mois de campagne supplémentaire. Ce ne sera pas de trop. Côté indépendantiste, pas de réaction pour le moment. Le gouvernement et le Congrès devront rendre leur avis sous 15 jours avant que la nouvelle date du référendum ne soit entérinée à Paris par décret. Et le comité directeur de l'Union calédonienne a été réuni aujourd'hui à la salle Aoupitiri de Koné après la crise sanitaire et les prises de position de son président demandant le renvoi du haut-commissaire et du général commandant les FANC pour non-respect des compétences calédoniennes. Daniel Goa, dans son discours inaugural, a maintenu ces affirmations, propos recueillis par Gilbert Ayawa et Camille Monnier. Le haut-commissaire persiste à maintenir la continuité territoriale entre la Nouvelle-Calédonie et la France et a pris des initiatives contraires à la sécurité sanitaire de notre peuple. Nous ne devons pas jouer avec la santé de toutes nos populations. Ils ont mis en danger la vie d'autrui. Daniel Goa est aussi revenu sur la question minière, critiquant les éventuelles exportations de minerais de la SLN et les conditions de vente de l'usine du Sud par Vallée. On l'écoute. Nous demandons à ce que le pays reprenne le contrôle de tous ces massifs miniers et accède à 51% au capital de la SLN. Notre comité directeur doit se prononcer sur ces 2 sujets et nous devons envisager un nouveau préalable minier, s'il le fallait, qui arrêtera le pillage de nos ressources. À Kouawa, une semaine après le nouvel incendie de la Serpentine sur le site de la SLN, l'émotion et les craintes ne sont pas retombées. Ce samedi, une assemblée générale des sous-traitants des entreprises minières y était organisée. Le sujet était bien évidemment au centre des discussions que nous relatent Brigitte Wap et Christian Favnec sur place. Des entrepreneurs de la commune de Kouawa qui demandent que la SLN change sa méthode de travail avec les populations.
Il reproche à la société Le Nickel de ne pas tenir ses engagements et de ne pas prendre en compte leur réalité. Le président de la Fédération Pays des entrepreneurs, Charlie Capa, refuse les menaces de fermeture, un chantage qui dure depuis trop longtemps selon lui. Il affirme ne pas être contre la SLN et vouloir travailler avec elle, mais sous certaines conditions. Des habitants de la commune qui regrettent de ne pas avoir été associés aux discussions. Ils affirment qu'aucun projet de future exploitation de gisement ne se fera sans leur consentement. Et puis demain soir, nous vous proposerons un reportage complet consacré à cette Assemblée Générale à Coahuila. Ce sera dans notre édition, évidemment, de 19h30. Élection municipale, la liste Ensemble pour un destin commun, menée à Point-Bout par Jean Naouna, lance un recours au tribunal administratif pour s'opposer à l'élection de la liste Mouvement citoyen conduite par Yann Peraldi. Un recours pour contester le vote du budget municipal durant la période électorale et aussi contestant divers points de propagande de campagne. Mercredi, Yann Peraldi a été élu maire de Point-Bout grâce aux 18 élus de sa liste face aux 5 conseillers supportant Jean Naouna. Le tribunal se prononcera le 11 juin prochain. Dans la région, c'est un énorme coup de tonnerre pour l'économie touristique polynésienne. L'hôtel intercontinental de Moorea ferme ses portes. Depuis 3 mois, avec la crise du Covid, les hôtels sont vides et le groupe a donc décidé de se séparer de l'un de ses joyaux pour tenter de sauver ses autres hôtels dans l'archipel. 190 employés vont être licenciés. Thierry Stempfler pour Polynésie la première. Oui, c'est une fermeture définitive. Nous gardons toutes les options, mais nous n'avons aujourd'hui aucun plan de rénovation, de travaux. Non, nous conservons la propriété, mais nous n'avons pas de projet de réouverture. La confirmation est claire et nette. À Faa, dans le décor fantomatique d'un hôtel totalement vide, Dick Bellet, le numéro 1 du groupe intercontinental, explique pourquoi c'est l'établissement de Moorea qui est sacrifié. Après 5 conflits sociaux, le taux d'occupation de l'intercontinental de l'île Sœur s'était selon lui écroulé, passant de 50 à 10%. Hier soir, à Moorea, une partie des salariés a suivi à distance une réunion qui aura duré plus de 7 heures. À la sortie, beaucoup d'interrogations restaient sans réponse et la question de l'avenir était inquiétante pour beaucoup. On a l'impression d'être sacrifié. On est le seul hôtel à être sacrifié dans la chaîne intercontinentale. Une majorité d'employés comme Florent travaillaient là depuis très longtemps. Pour eux, le groupe intercontinental évoque des indemnités de départ 3 à 4 fois supérieures aux normes en vigueur dans le secteur de l'hôtellerie. Les syndicats mettent eux plutôt l'accent sur la quarantaine d'employés ayant peu d'ancienneté. Selon Dick Bellet, la fermeture de l'hôtel de Moorea donne 3 à 6 mois de répit à la trésorerie du groupe pour ne pas être obligé de fermer aussi l'hôtel de Faa ou celui de Bora Bora. Nous devons prendre des décisions déterminantes aujourd'hui pour sauver notre entreprise. Et quelque part, s'il faut couper un bras pour sauver le corps, eh bien c'est ce que nous allons faire. En 35 ans, nous n'avons jamais licencié pas un seul employé pour motif économique, jamais. Et c'est vraiment la mort dans l'âme que nous prenons cette décision douloureuse, mais elle est tout simplement inévitable si nous voulons conserver les 800 autres emplois de notre société. En privé, Dick Bellet se montre très pessimiste. Après déjà 3 mois d'arrêt complet, aucun signe de reprise n'est encore envisageable, selon lui. Dans l'actualité internationale, émeute dans la ville de Minneapolis aux États-Unis. Un couvre-feu a été décrété. Des troubles qui font suite à la mort de George Floyd, un Afro-Américain tué lors d'une arrestation. Le policier qui a été mis en cause a été inculpé pour homicide involontaire et placé en détention. Des manifestations ont éclaté aussi dans plusieurs grandes villes américaines. Reportage de nos confrères de France 2. C'est l'image de la nuit. Un drapeau américain d'habitude vénéré, souillé, sali et brûlé dans les flammes de Minneapolis. Le chaos pendant des heures avec des centaines d'émeutiers qui assument la violence. Il faut tout détruire pour reconstruire. Je pense que c'est bien et mal en même temps. C'est mal, mais pour la bonne cause. Tout l'après-midi, face à la police, certains sont à genoux. Ne tirez pas, nous avons les mains en l'air. Les forces de l'ordre les dispersent. Il faut qu'ils arrêtent. Stop! Arrêtez-vous tous!
Notre police est raciste. On a créé dans notre pays un système policier qui soumet et domine les non-blancs. La foule demande justice pour George Floyd. Un père de famille filmé ici lors de son arrestation. Une vidéo montre un policier appuyant sur sa gorge avec son genou. George Floyd succombera. Les policiers ont été suspendus mais pas inculpés. Les émeutiers attaquent le commissariat, coups de masse et brasier. Si on les tue, on prend perpète, mais s'ils nous tuent, ils prennent leur paye et ils rentrent chez eux, c'est pas juste. Les derniers mots de George Floyd sont devenus un slogan face à la police. Floyd a dit « Je ne peux plus respirer ». Et moi, je veux qu'il sache que moi non plus, je ne peux plus respirer. Brûlez tout! Brûlez tout! Vers minuit, nous parcourons Minneapolis en voiture. Des centaines d'habitants regardent leur ville s'embraser. Plus loin, ce sont des scènes de pillage. Des dizaines de magasins pris d'assaut. La police a déserté les quartiers. Pas une sirène ni un uniforme jusqu'au petit matin. Sur cette pancarte, il est écrit « Le propriétaire est noir », comme une tentative de se protéger de cette fureur. Je rappelle que depuis que ces images ont été tournées, le policier qui est l'auteur présumé donc, des faits a été inculpé pour homicide involontaire et placé en détention. Le Covid-19 est l'espoir d'un vaccin. Cette semaine, l'immunité temporaire des anciens malades a pu être prouvée scientifiquement et c'est une bonne nouvelle pour la recherche. Autour du monde, au moins 120 équipes travaillent à trouver la parade au coronavirus. Immersion à l'Institut Pasteur à Paris, l'un des laboratoires les plus impliqués dans la recherche d'un vaccin. Une immersion signée Frédéric Prabonneau et Régis Maté pour France 2. D'habitude, ils sont 2600 à travailler à l'Institut Pasteur. 300 personnes seulement pendant le confinement. Les équipes reviennent peu à peu, mobilisées contre le coronavirus. Dans ces laboratoires, on cherche ce que le monde entier espère, le vaccin. La stratégie, partir d'un vieux vaccin, celui contre la rougeole, en modifiant son génome. Donc nous modifions ce vaccin contre la rougeole pour lui permettre d'induire une réponse immunitaire contre le Covid-19. Plusieurs candidats vaccins ont ainsi été créés pour être ensuite testés chez l'animal, puis éventuellement chez l'homme. Nous nous occupons des premières étapes qui habituellement prennent 2 à 3 ans. Nous avons fait en 4 à 5 mois ce que l'on fait habituellement en 24 mois. Pour combattre ce virus, il faut mieux le connaître. À cet étage, l'équipe se concentre sur l'étape de l'infection et la réponse de notre système immunitaire. Nous cherchons à comprendre, par exemple, comment le virus se multiplie, comment le virus rentre dans la cellule, comment le virus fusionne. La vidéomicroscopie permet de suivre les cellules infectées, ici en vert. Ce système permet également de tester des molécules, enfin des candidats médicaments. Donc on peut rajouter une molécule, voir son effet antiviral. Autre enjeu, la détection du virus. L'Institut Pasteur a été le premier à l'identifier chez des patients en France. C'était le 24 janvier dernier. Il a ensuite analysé intégralement son génome et développé les tests. La cellule d'intervention biologique d'urgence a l'habitude de repérer des virus dangereux. Son responsable a travaillé en Afrique sur Ebola, un virus plus mortel mais plus facilement repérable que le coronavirus, contagieux même sans symptômes. Dans le cas d'Ebola, c'est seulement quand on est malade, et même très malade, qu'on est très infectieux. Et là, avec le SARS-CoV-2, qui cause la Covid, qui apporte probablement une partie du danger qui est invisible et qui est difficile à combattre. Pour mieux détecter le virus, il espère pouvoir adapter cet appareil utilisé en Afrique pour Ebola. Portable, moins cher, il analyse des échantillons pour un diagnostic très rapide. Et généralement, au bout de 15 minutes, on a un résultat. L'essentiel de la recherche à l'Institut Pasteur se concentre donc désormais sur le coronavirus. Mais certains, pourtant hors sujet, ont continué de venir même en plein confinement. À l'insectarium, il faut s'occuper des larves et des moustiques. Le Covid ne doit pas faire oublier les maladies qu'ils transmettent. La journée internationale des familles ce samedi, à l'initiative des Nations Unies depuis un quart de siècle. Et en Nouvelle-Calédonie, la journée est relayée depuis maintenant 6 ans.
Reportage à Nouméa, la maison de la famille mettait en lumière les œuvres artistiques d'enfants autour d'un thème, la vie confinée. Laurel Aubry avec Cédric Michaud. Défi créatif en cette journée internationale des familles. Ce matin, au pôle de service public de Rivière-Salée, une poignée d'enfants avait à cœur de raconter en dessin leur expérience du confinement au temps du Covid-19. Quand tu étais à la maison, en confinement, tu as joué avec ton chien. C'est ce que j'ai compris, c'est ça? Et donc, tu veux dessiner un soleil, vas-y, ok. J'ai dessiné mon chien, il s'appelle Omai. Et j'ai dessiné mon jardin, c'est des fleurs. Et j'ai dessiné moi et toutes les maisons. Des maisons souvent colorées et toujours très hermétiques. Illustration d'une parenthèse confinée plutôt bien vécue. Les parents, quant à eux, ont parfois eu du mal à faire preuve de créativité pour occuper leur progéniture. Avec 3 enfants petits à la maison, c'était pas toujours simple, mais nous arrivions à les occuper. Et entre apprendre à lire, à écrire, à dessiner. Je pense que ça n'a pas été aussi difficile qu'en métropole, mais c'est peut-être aussi l'occasion de savoir comment chacun a pu le vivre. Bon, après, je trouve qu'ils sont quand même très absorbés par les dessins. Alors, je ne sais pas s'ils ont trop le temps d'échanger, mais en tout cas, je vois qu'ils échangent beaucoup avec les professionnels de la maison de la famille, qui sont là pour être à l'écoute des parents. Des parents effectivement plus intéressés par les œuvres inspirées de leurs enfants, qui auront pu, grâce à ces activités, mettre le confinement derrière eux. Et voilà. Le pasteur Seylali Passa s'est éteint hier à son domicile. Originaire de Tigal, le pasteur Passa était une grande figure de l'église protestante de Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Il avait été enseignant à l'école pastorale de Béthanie avant d'être nommé président de l'EPKNC. Le pasteur Seylali Passa s'est ensuite consacré à la vie associative en faveur des personnes défavorisées. Demain, à partir de 9h et jusqu'à 10h30, Nouvelle-Calédonie la première sera en direct de la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa en ce dimanche de Pentecôte. Vous pourrez suivre 16 baptêmes et 20 confirmations qui n'avaient pu se dérouler durant le confinement. Monseigneur Calvé officiera. Un événement météo insolite ce samedi 30 mai. La grêle est tombée dans le nord de la Calédonie vers 17h du côté de Pointe-Boute et Coné. Des billes de glace qui sont tombées donc au moins 3 minutes. C'est assez rare. Image Gaël Descheveri. À retenir dans l'actualité, une nouvelle date pour le deuxième référendum. Le Premier ministre Édouard Philippe propose de le reporter au 4 octobre, en cause les difficultés logistiques et organisationnelles provoquées par la crise du Covid-19. L'information a été communiquée en fin de matinée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouvera demain soir à partir de 19h30. Votre prochain rendez-vous avec l'info, c'est demain matin, 6h en radio avec Martine Nollet. Je vous souhaite une belle soirée. L'info continue sur lapremière.nc.